c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant 1 heure. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. On va faire ce soir le bilan d'une première semaine folle de cette année 2021. Une semaine qui sera positive pour les grands marchés actions. On gagne un peu plus de 2% sur les actions européennes à l'issue de cette première semaine de l'année. On gagne entre 1,5 et 2% actuellement pour les indices américains sur la semaine écoulée. Semaine positive donc, malgré tous les événements qu'on a pu vivre. Le resserrement des mesures sanitaires ici et là, et parfois assez sévèrement. On pense bien sûr au Royaume-Uni. Et puis la politique américaine avec cet épisode un peu trouble autour du Capitole américain avant-hier. Les choses semblent se calmer de ce point de vue-là. Donald Trump ne sera pas à la passation de pouvoir le 20 janvier prochain, mais il a promis d'ores et déjà une transition ordonnée avec l'administration démocrate qui entrera donc en place le 20 janvier prochain. On notera quand même la destruction d'emplois pour l'économie américaine sur le mois de décembre. C'est ce que laissaient présager les chiffres du cabinet ADP en milieu de semaine pour le secteur privé. Au global, l'économie américaine, pour la première fois depuis avril dernier, aura détruit des emplois. 140 000 emplois détruits en net le mois dernier aux États-Unis. C'est un des grands chiffres du jour, issu du rapport mensuel sur l'emploi publié en début d'après-midi avec un taux de chômage qui reste finalement stable à moins de 7% toujours, à 6,7% précisément. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque vendredi, ce sera la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct. La leçon du jour, ce sera la leçon autour de l'indicateur MACD. Un CAC 40 qui clôture au-delà des 5700 points pour la première fois cette année. Le résumé complet du jour après la clôture en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,65% à 5706 points. Toutes les nouvelles semblent bonnes pour alimenter l'espoir de nouvelles mesures de relance budgétaire aux États-Unis. En témoigne la publication des chiffres de l'emploi par le Bureau of Labor Statistics qui fait état de suppression de postes dans le secteur non agricole aux États-Unis au mois de décembre, fait qui ne s'était pas produit depuis avril dernier. 140 000 postes ont en effet été supprimés donc sur le mois de décembre, là où les analystes de Bloomberg anticipaient 50 000 créations de postes supplémentaires. Le taux de chômage est de son côté ressorti globalement conforme aux attentes à 6,7% sur le mois. Une publication décevante donc, mais qui, au lieu d'affecter les marchés, vient rajouter à l'espoir que le contexte actuel poussera les démocrates emmenés par Joe Biden à de nouvelles mesures de relance prochainement. La situation est d'autant plus confortable selon plusieurs analystes que les démocrates auraient une majorité suffisante pour relancer l'économie, mais trop courte pour envisager des mesures plus contraignantes comme des hausses d'impôts ou plus de régulation des entreprises. Un optimisme alimenté également par une étude de l'Université du Texas mettant en avant que l'actuel vaccin développé par Pfizer et BioNTech serait efficace également contre les nouvelles souches de coronavirus détectées il y a quelques semaines en Europe et plus récemment en Afrique du Sud. Sur ce sujet justement, l'Union européenne a fait savoir qu'elle avait commandé 300 millions de doses de vaccins supplémentaires, doublant ainsi ses stocks pour alimenter les 27 pays de l'Union. Autant de nouvelles qui ont permis au CAC 40 d'osciller autour des 5700 points toute la journée avant de clôturer juste au-dessus de ce seuil, tandis que le DAX a atteint de son côté un pic historique de 14 130 points en séance grâce notamment à la production industrielle allemande qui a plutôt bien résisté au mois de décembre, affichant une progression de 0,9%. Cette même production industrielle qui a cette fois reculé de 0,9% en France, toujours au mois de décembre. Et du côté des autres statistiques dont les investisseurs ont pu prendre connaissance aujourd'hui, le recul des dépenses de consommation des ménages au mois de décembre en France, dépenses de consommation qui perdent 18,9% en volume, un recul qui s'explique notamment par les nouvelles mesures de restriction, tandis que le déficit commercial de la France se réduit pour remonter à 3,56 milliards d'euros contre 4,63 milliards d'euros au mois d'octobre, donc une réduction du déficit commercial au mois de novembre. Du côté des valeurs à présent, ST Microelectronics annonce avoir réalisé un quatrième trimestre supérieur
supérieur à ses prévisions, porté notamment par une demande soutenue venue du secteur automobile. Ses revenus s'élèvent à 3,24 milliards de dollars en données préliminaires, en hausse de 21,3%. STMicroelectronics qui gagne un peu moins de 2% à la clôture. Sodexo relève de son côté sa prévision de marge d'exploitation pour le premier semestre de son exercice décalé, grâce à une performance supérieure aux attentes pour son premier trimestre. Sodexo qui gagne ce soir un peu plus de 10%, et Trigano annonce de son côté une croissance de 29% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. Trigano qui perd cependant un peu plus de 4% à la clôture ce soir. Trigano qui avait vu tous les espoirs des investisseurs sur le titre plus tôt en 2020. À noter également que Washington a finalement décidé de revenir en arrière sur la mise en place de droits de douane sur les produits de luxe français. Une annonce qui a permis à LVMH de toucher un plus haut en séance à 525 €, tandis que Kering et Hermès bénéficient également de l'annonce. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs prendront connaissance de deux indicateurs chinois, les prix à la consommation et les prix à la production au mois de décembre. Ils prendront également connaissance en zone euro de l'indice Sentix du sentiment des investisseurs pour le mois de janvier. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Delphine Di-Pidio-Tigé est avec nous ce soir, DG d'Indosuez Gestion. Bonsoir et bienvenue Delphine. Bonsoir Grégoire. Alain Dubrul, directeur de la gestion de Claresco, nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Et Alexandre Baradez complète ce trio ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes chef analyste chez IG. Bilan d'une première semaine folle sur les marchés, première semaine positive de l'année. Clôture au plus haut sur des niveaux records pour les indices américains, au plus haut depuis la crise pandémique pour les indices européens. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine mouvementée quand même sur le plan sanitaire, sur le plan politique aux États-Unis? Ça n'a pas été une semaine de tout repos et malgré ça, les indices signent un démarrage d'année assez spectaculaire. Delphine. Finalement, c'est la continuité de la deuxième moitié de 2020. Et qui l'eût cru? Parce que même si on avait eu les événements à l'avance en début 2020, qui aurait pris les bons paris de marché? Je pense que c'était vraiment très difficile à imaginer qu'on battrait tous les records et surtout qu'on ait finalement des marchés qui finissent globalement à plus 20%, pas uniquement les US, pas l'Europe qui est encore en retrait, mais globalement, sinon l'ensemble des marchés émergents, japonais, US finissent à 20% autour. Ouais. C'est un truc de dingue. Ouais. Et là, ça continue. Et sur un effet qui est finalement qui remet encore de l'huile dans ou du pétrole dans le moteur, je dirais. Enfin, si on pouvait prendre une ancienne image, parce que c'est de moins en moins d'actualité. Il y a moins de pétrole maintenant. De l'électricité dans le moteur, voilà. On met aujourd'hui. L'électricité dans le moteur, c'est peut-être mieux, en effet. Et c'est incroyable, parce que finalement, même l'énergie monte. Mais ce qui est incroyable, c'est que même quelque chose qui aurait pu nous faire peur, cette prise du Capitole, quand même quelque chose d'incroyable. Et finalement, se retourne d'un effet très positif, parce que finalement, ça a tellement été à l'extrême que ça permet de sortir finalement Donald Trump du jeu, puisque là, il est obligé de lui de reconnaître, parce qu'il est complètement isolé, voilà. Et donc finalement, c'est plutôt positif parce que même si on a plein de choses à régler en 2021, on le sait bien, et pour Joe Biden, ça sera clairement le défi d'une Amérique séparée en deux. Mais malgré tout, puisque cet accord a été signé de justesse de relance de 900 milliards en fin d'année, finalement, cette vague bleue, elle est là de justesse, elle va permettre un nouveau plan complémentaire d'importance. Et bien tout ça, ça alimente. Et quand on voit, on parlait de Tesla qui prend 16%, là sur les 2 derniers jours, Tesla 16%, ça correspond, rien que la différence, l'augmentation de 16%, ça correspond à 2 fois la capitalisation de General Motors. Oui, c'est au jeu des comparaisons, évidemment, tout paraît délirant, mais 16% pour Tesla en 2 jours, c'est un rythme de croisière aujourd'hui. Croisière, peut-être quand même pas, mais... Non, mais ce momentum de prix, il est quoi ? Il est implacable encore au moment où on se parle. Est-ce qu'on est dans quelque chose où on essaye, c'est le stratégiste action de BofA qui le dit aujourd'hui, attention, sans doute qu'à Wall Street, on est en train d'essayer de rationaliser un price action, un momentum de prix qui devient complètement irrationnel, sur le marché américain notamment. Est-ce qu'on est dans ce moment-là ?
On est dans le moment où le marché se met à prévoir le meilleur pour l'avenir. On n'a pas encore la réalisation de choses qui vont être clairement compliquées. Donc, dans cet environnement-là où on n'a pas les détails encore du plan américain, et ça peut faire aussi la différence sur le marché, où on est quand même sur cette rotation sectorielle qui accompagne et factorielle, qui accompagne cette relance de l'économie. On veut aller au bout pour intégrer toutes ces nouvelles positives avant de regarder les choses peut-être différemment. Voilà, parce que finalement, le vaccin est là. Ok, ça va mettre du temps, peut-être plus de temps que prévu, mais peut-être que ça va finalement s'accélérer. Et puis, on va avoir d'autres vaccins qui vont arriver. Donc, mais le marché, finalement, se met dans un scénario qui est le plus positif possible. C'est ça qui est... Et c'est là, peut-être que on va accumuler peut-être du danger pour le marché. Bien sûr. Parce que quand tout le monde est dans le même sens, ça devient un petit peu compliqué. Mais c'est ça qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il faut qu'on accompagne ce marché-là, parce que tant qu'on n'a pas la concrétisation, en effet, du plan démocrate, qui va être intéressant, parce que est-ce qu'il va monter les taxes ou pas ? Est-ce que le risque, finalement, ça ne sera pas une erreur d'exécution dans justement ce plan américain ? Est-ce que la Banque centrale, est-ce que finalement les taux vont être assez contenus ? Parce que là, pour l'instant, ils remontent tranquillement. On trouve que c'est plutôt positif, parce que c'est le retour de l'inflation et la croissance. Mais la croissance n'est toujours pas là. Donc la croissance n'est toujours réellement pas là. On prévoit qu'elle soit là. Donc le marché est en train de prévoir. Bon, globalement, nous, on est plutôt positif. On pense que même le marché devrait, même les prévisions devraient encore s'améliorer, malgré tout. Mais le danger, c'est que quand on voit que sur les compagnies aériennes, on ne reviendra pas à un niveau normal avant 2025, avant 5 ans au moins, c'est entre 4 et 6 ans, quoi. Et forcément, il y a des choses qu'on n'a pas vues qui vont intervenir et qui vont malmener le scénario. C'est ça. On prévoit, on anticipe, c'est la fonction première des marchés. Le risque, c'est qu'on anticipe un scénario trop parfait pour l'avenir, pour l'idée d'une sortie de crise, et que forcément, ce scénario parfait, il sera pris à défaut à un moment ou à un autre. Exactement. Bon. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine, Alexandre ? Est-ce que la situation est encore à peu près saine sur les marchés ? On a évoqué Tesla, on peut mettre évidemment Bitcoin et cryptoactifs à peu près dans le même panier. L'émission a commencé il y a 10 minutes. Tout de suite, on est en train de parler de ces phénomènes sur les marchés. Oui. C'est l'arbre qui cache la forêt, ou ce sont des phénomènes isolés Moi, je les mets avant à part, parce que pour les gros thèmes, il me semble être un peu plus discret cette semaine, et pour autant, il semble qu'il y ait 2 changements. Premier gros thème, c'est la question de discours de membres du FOMC qu'on a entendu depuis le début de la semaine, alors qu'on ne les entendait pas en décembre sur cette thématique-là, sur la question des achats d'actifs. Oui. Alors non pas qu'ils se pressent pour ralentir le rythme des achats d'actifs, sur les taux, c'est pas avant 2023, ça on est tranquille, mais le montant des achats d'actifs, donc on rappelle 120 milliards tous les mois, bon du Trésor et MBS, ça la question va quand même se poser sur ce rythme-là. Et il y en a un qui a mis les pieds dans le plat, qui est Bostic de la Fed, un des membres de la Fed, qui indique que oui, si l'épisode vaccinal se passe bien, que ça a un effet sur l'économie, dès cette année, on pourra avoir une tapering. Donc, il n'a pas employé le mot tapering, mais c'est le mot qu'il ne faut pas prononcer, mais il a quand même pensé à ça. Tapering, c'est réduction graduelle, très graduelle des achats d'actifs. Voilà, mais quand on entend Jérôme Powell qui nous indique que tout changement de guidance de politique monétaire que les marchés seront informés bien en amont de tout changement, eh bien là, on a quelqu'un qui nous explique que dans les mois qui viennent, alors c'est sûrement probablement plutôt au second semestre que premier semestre, mais que ce n'est pas une impossibilité. Et tout de suite, on a vu d'autres membres qui ont parlé, Kaplan, Mester et autres, qui ont aussi parlé d'achats d'actifs. Eux ont pu se repousser ça peut-être à 2022, mais il y a eu d'un seul coup du bruit sur la question des achats d'actifs. Oui. Et on se pose la question de savoir si le rythme des 120 milliards de dollars est pérenne tout au long de l'année 2021. Et c'est quand même un gros point d'interrogation. Et du coup, qu'a fait le marché ? On a vu que les taux sur cette thématique, alors il y a évidemment le reflation trade jouer un peu par rapport à Biden, un plan de peut-être de 3 000 milliards. On a vu ce matin peut-être des sources qui indiquent 3 000 milliards sur l'infrastructure, plus plan fiscal, plus les 2 000 milliards complétés au niveau des chèques. Et ce reflation trade, plus ces discours de la Fed, vous avez tous les repères sur l'inflation qui ont un peu bougé. Bien sûr. Les points morts d'inflation, par exemple, qui sont montés à 2,10. C'est là que le marché, lui, dans son esprit, on est déjà, au moment où on se parle, sur une hypothèse d'inflation moyenne sur 10 ans de un peu plus de 2%. Vous avez les taux réels, c'est léger, mais les taux réels qui ont repris 10-12 points de base, et on sait que ce qui s'est beaucoup joué, c'est l'effet TINA, et il se joue sur l'effet taux réel. Et on voit que les différences de rendement par rapport au S&P 500, on est sur des niveaux d'écart rendement S&P par rapport au taux réel. L'écart le plus faible
plus faible depuis 2018. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est au bord d'une espèce de choc obligataire fort, mais une partie du marché se positionne quand même sur l'hypothèse d'une inflation qui va revenir. Et comme le marché est censé anticiper les choses, peut-être que sur les questions de prix du marché action, ça peut commencer à générer un petit peu de réaction sur des À ce stade, ça n'a pas freiné la marche en avant du marché action. Non, mais on a vu même un passage de relais entre Reflation Trade, la tech se reprend là en fin de semaine, lundi, même avec des taux un petit peu plus élevés. La séance de lundi, c'était quand même un peu ça. C'est-à-dire la phase de vol qu'on a eue qui était quand même assez puissante. On était à 22 vols sur le S&P, on est monté à 30. Et après, c'est des allers-retours sur la vol. On fait 22, 30, on retombe à 23, on remonte à 28. Donc il y a quand même une nervosité sur la volatilité. Et lundi, elle s'est manifestée sur ce thème-là, sur le thème un peu, pas tension, mais le marché qui écoute un bruit qu'il n'entendait pas au mois de décembre. Voilà. C'est pas dans l'immédiat, mais c'est un bruit qui commence à se faire. Alain Dubrul, votre sentiment de marché là, en ce début d'année? Ma lecture sur la semaine, c'est à peu près 3 temps. Donc une semaine qui démarre un petit peu sur l'idée que nouvelle année, il faut y aller, il faut en être. Et en même temps, on démarre plutôt sur un focus qualité. Donc on achète plutôt les valeurs éternelles, la tech, les valeurs de qualité, moi je dirais. Et en revanche, les banques plutôt pénalisées, des craintes, voilà. Ensuite, milieu de semaine, un petit peu la surprise, demi-surprise, mais quand même, ce à quoi les gens ne voulaient pas imaginer mais finalement, le Sénat passe démocrate. Oui. Et là, changement de braquet, parce que avec le Sénat démocrate, c'est les cycliques, la relance un peu plus forte que prévu, donc la consommation, donc les plans d'investissement, donc retour de la value et des cycliques, renforcé effectivement, comme ça dit, par cette thématique inflationniste. On commence à voir les commodités qui sont à des prix très élevés, le minerai de fer à $170. Tous les commos sont très chers. On commence à dire que les bateaux, qu'il y a une tension sur les prix du fret en Asie. Voilà, cette thématique d'inflation, la Fed en effet, ou certaines personnes qui commencent à dire que peut-être un jour, on commencera à être un petit peu moins accommodant, globalement. Et il est vrai que même si cette tension sur les taux s'est beaucoup plus manifestée aux États-Unis, alors qu'en Europe, c'est encore très, très embryonnaire, l'impact a été assez rapide sur les valeurs taux. Typiquement, les foncières résidentielles allemandes ont pas mal souffert cette semaine, rien que sur cette idée que peut-être les taux pourraient remonter un peu plus tard. Donc là, cette deuxième séquence de la semaine, on est arrivé sur surtout l'idée que ce serait plutôt la value qui rebondirait, qui baisserait, pardon. D'ailleurs, on a vu la tech plutôt souffrir mercredi. Et puis là, fin de semaine, en fait, tout repart. Et la value, mais aussi la tech qui continue de marcher. Donc là, clairement, je pense qu'on part de l'idée que 2021 va être une meilleure année que 2020, que le pire est derrière nous, que même si les vaccins mettent un petit peu de temps, la solution est là. Donc l'investisseur se dit, on va jouer la reprise. Si on regarde la valorisation des marchés en absolu, peut-être qu'elle est un petit peu élevée aux États-Unis, mais en Europe, on est sur des niveaux, finalement, 16 fois les résultats de l'année à venir, qui n'ont rien d'extravagant, surtout avec des taux qui restent quand même très faibles. Donc si on se projette à un an, dire qu'on est à 19 fois l'année qui vient, sachant que pour l'Europe, en tout cas, on ne retrouvera pas en 2021 le niveau de 2019, mais en moyenne, 2022 pourrait repasser un petit peu au-dessus de zéro, on va dire. Et donc, si on regarde 2022 sur des niveaux qui seraient un petit peu au-dessus de 2019, avec l'effet multiple, on peut justifier une hausse de 10-15% des marchés dans les 12 prochains mois. Donc, à partir de ce moment-là, on y va. Et on y va un petit peu tous azimuts parce que, globalement, les taux, même si ça se retend un peu, restent pas intéressants. Quelle importance vous donnez à ce thème de l'inflation aujourd'hui, à ce stade? Ça freine pas les actifs risqués, ça freine pas les marchés actions. Enfin, à un moment, si l'inflation vraiment rejaillit, avec en plus des effets de base qui pourraient la montrer un peu plus fort que ce qu'on imagine, est-ce que ça peut poser des problèmes pour les marchés actions? Aujourd'hui, on a un effet dérivé seconde sur les taux parce que jusque-là, on se disait que les banques centrales, c'était whatever it takes. Et puis, avec un contexte Covid qui se détériore, on pouvait se dire que la prochaine étape, c'était d'en remettre encore plus pour aider. Mais là, pour l'instant, le marché semble regarder un petit peu au-delà. Il y a quand même un énorme contraste. Dans les Échos ce matin, il y a un sondage où on demande aux Français s'ils pensent que l'économie va se détériorer. Quasiment 75% des personnes interrogées qui pensent que 2021 va être horrible et pire que 2020. Alors que M. Marché, lui, il est absolument convaincu du contraire. Au contraire, les choses vont redémarrer, peut-être avec un peu de retard, mais que évidemment, au deuxième semestre 2021, les choses vont devenir meilleures. Donc, par rapport à ça, il y a cette idée, effectivement, que c'est extrêmement boule. Maintenant, sur l'inflation, il y a des petites tensions à court terme, mais qu'est-ce qui pourrait provoquer une hausse de l'inflation? Je reste convaincu. Bon, et les taux américains à 1,10, ça ne vous gêne pas alors? C'est pas ça qui va empêcher les boîtes de se financer et de fonctionner. C'est vraiment des effets dérivés secondes. Et quant à l'inflation, il faut voir qu'il y a quand même un grand chômage.
on a des capacités de production qui sont intactes pour l'essentiel. Donc, quand la demande sera là, on a quand même un réservoir d'emploi qui est important. On a des capitaux industriels qui sont là. Donc, il peut y avoir des petits problèmes de réglage du redémarrage qui pourraient être un peu brutal. Mais au global, il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont encore là pour faire en sorte que l'offre ne soit pas trop contrainte. Complètement noyée par la demande. Ouais, je comprends. Sur l'inflation, le 10 ans américain à 1,10, c'est pas gênant encore à ce stade. On est convaincu que de toute façon, la Fed fera ce qu'il faut pour limiter la hausse des taux. Ou est-ce que des variations quand même de quelques dizaines de points de base ou quelques points de base, ça peut avoir un impact sur des marchés actions dont une partie est quand même déjà très richement valorisée? Ouais, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, les taux ont bien augmenté. Là, sur 3 mois, il me semble que c'est passé de 0,70% à 1,10. Bien sûr, Sur le taux long, évidemment, il y a de la pontification de la courbe aux États-Unis. Il y a deux choses qu'il faut regarder pour les. Enfin, d'ailleurs, les marchés sont très attentifs à deux paramètres. Un, la vitesse, l'accélération, et deux, évidemment, le niveau absolu. Parce que, sur le niveau absolu, on a l'impression qu'il y a un niveau psychologique sur le 10 ans américain de 1,50. Tant qu'on est sur 1,50, en dessous d'un 50, on a l'impression que et c'est un peu la target globalement qui est anticipée par l'ensemble, je dirais, du marché. Ouais. Donc il n'y a pas trop de risques. Après, si on casse les 1,50, là, et surtout si on le casse très vite, là, ça peut peut-être faire paniquer un peu le marché parce qu'il y aura cette accélération et puis le fait que ça ne revienne jamais. Si ça se stabilise, après, c'est pas très embêtant. Non, c'est quand même, malgré tout, le vrai risque. L'inflation. Ouais. Même si on n'y croit pas. On n'y croit pas. Les signaux s'accumulent, on vient d'en parler. Les taux, les break-even d'inflation, les matières premières, les cycliques, l'Asie cyclique, tout ça, c'est quand même mais pour qu'il y ait des signes que le marché achète de l'inflation quelque part. Il achète de l'inflation, comme il achète le futur, comme on vient de le dire. Mais pour le coup, on n'a pas encore des signaux d'inflation. Et probablement, d'ailleurs, en plus, l'inflation va accélérer sur des signaux un peu faux, entre guillemets, des effets de base de l'année dernière. Probablement encore, on va accélérer. Comme d'habitude, le marché va faire « Ah bah tiens, il y a accélération de l'inflation. » Non, c'est juste l'effet de base. Donc, au final, l'inflation réelle et l'inflation des salaires, elle n'est pas là. Alors, on regarde le salaire moyen aux États-Unis. Il y a eu une augmentation du salaire américain, mais c'est pas de la vraie augmentation. C'est un effet de composition de l'indice. Comme il y a des gens qui sont peu payés, qui sont sortis du marché de l'emploi, forcément, il y a un effet positif sur le... Mais il n'y a pas d'augmentation de salaire pour l'instant. Il y a de l'inflation dans certains actifs, clairement. L'immobilier, le bitcoin, certaines matières premières, etc. Mais sinon, il n'y a pas l'inflation n'est pas encore là et clairement, elle ne devrait pas revenir. Ça reste un phénomène de marché pour l'instant. Pour l'instant, le marché anticipe le plan de redémarrage, enfin le nouveau plan d'ailleurs qui va être annoncé. Avec les pleins pouvoirs pour Biden. Avec les pleins pouvoirs pour Biden. Et donc là, on verra ce que ça donne. Et puis, il faut savoir, dans nos économies modernes, en fait, l'inflation, avec 2/3 du PIB qui est fait par les services, tant qu'il n'y a pas de manque à ce niveau-là, l'inflation restera contenue. Je dirais quand les prix du pétrole ont quadruplé en 1974, le poids de l'industrie était beaucoup plus important, donc l'ampleur que ça a eu au niveau de l'inflation mesurée était beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, c'est vrai que sur les commodités, sur des marchés comme ça, il peut y avoir des effets d'étranglement, ça peut monter très vite, mais le poids de tout ça dans l'ensemble de l'activité est quand même assez modeste. Rappelons, on a quand même beaucoup de chômage aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont disponibles pour travailler. Donc quand ces bras vont revenir, quelque part, c'est un effet stabilisateur quand même sur l'inflation finale. Sur les tendances de marché, Alexandre, alors on l'a signalé, l'Europe est très en retard, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de valorisation, de performance que les marchés américains. Les émergents ont bien fait aussi l'an dernier. Bon, c'est la question bateau de début d'année, mais est-ce que l'Europe a plus qu'une carte à jouer cette année Oui, mais la dernière fois qu'on s'était vu, c'est avant les vacances, et moi je pensais que le DAX allait battre des records, et bon, on les a battus plus que prévu. Le DAX a effectué déjà un record. Et effectivement, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait, surtout pour les indices allemands, par exemple. Il va être, on l'a dit, élargi, 40 valeurs, des valeurs un peu plus jeunes, des choses qu'on ne voyait pas avant, qui ne sont pas dans le cœur de la chimie ou de l'industrie allemande, mais un peu plus dans le conso ou autre. Donc ça reste très positif pour la partie allemande. Malgré un endettement qui a progressé comme les autres États, ça reste plus faible endettement de la zone euro. Il y aura la passion avec Merkel, mais ce ne sera pas une rupture, un shift massif. Donc c'est des perspectives qui sont bonnes pour le DAX. Et en plus, sur l'indice allemand, il avait une très grosse poussée entre la fin de la crise des subprimes. Il y avait une grosse poussée après, avant le QE, on avait
tapé des zones déjà assez hautes. Et en fait, depuis quasiment 3 ans, la zone était latérale, très hachée, mais quand même très latérale. Et donc, on commence à sortir un peu par le haut de cette zone. Donc, je pense qu'on pourra la réintégrer de temps en temps, mais ça ne sent pas un top, c'est plutôt une phase latérale avant sortie par le haut. Donc, c'est très positif. Le CAC, moi je reste positif dessus aussi, justement parce qu'il y a quand même une vraie sensibilité à la value. Effectivement, on disait que oui, le transport aérien, il n'y a pas de normalisation avant des années, mais ça c'est tombé tellement bas, ça vaut tellement peu, ça valait tellement peu cher. Vous regardez les bancaires aussi, on va probablement assister à de la concentration au niveau européen. Alors non pas qu'il faut être à fond sur les bancaires, mais si les taux se redressent un peu, il y a un peu de concentration et l'économie va mieux, et que les provisions baissent un petit peu aussi à un moment donné, même si c'est de la concurrence avec les fintechs ou autres, c'est quand même des choses qui vont être valorisées à un moment donné. Ça n'a pas marché depuis 10 ans, mais là vous dites les conditions sont réunies pour que les probabilités de succès sur ce genre de thématique, d'approche, pas qu'on ait des choses explosives, hein, mais des effets de rattrapage un petit peu. Vous regardez l'indice Stoxx 600 Europe Banque par exemple, techniquement c'est très très vite, c'est une espèce de triangle comme ça baissier. On est sorti par le bas pendant la crise Covid, et là on vient retaper là, en fait, la zone qui était cassée, qui donne un petit peu une résistance. Et il y a tous les ingrédients pour que ça peut osciller un petit peu, mais pour que ça rapporte un peu dessus, avec tout ce qu'on vient de dire sur la partie reprise de la croissance. Donc oui, pour l'Europe, je suis pour le milieu italien, par exemple, qui a bénéficié en grande partie des fonds européens. Il y aura des changements qui vont être réalisés également au niveau économique. Donc les indices du sud de l'Europe, je trouve assez attractifs au niveau valorisation. Le CAC en fait partie. Il n'a pas rattrapé le DAX, même dividende inclus. Moi, le CAC, si vous regardez bien la structure hors dividende, ça ressemble entre le sommet de 2000, puis 2007, puis les gros creux. C'est un énorme bottom qui se forme sur le CAC, en fait. Et je pense que dans les mois qui viennent, enfin, plutôt second semestre, mais aller taper c'est un cycle, vous parlez d'un cycle. Je pense vraiment qu'il faut jouer à la reprise, et tous les creux sur le CAC sont vraiment, me semble-t-il, à acheter plutôt qu'à vendre, mais il peut y avoir des creux. Je ne serais pas surpris, choqué, que si les US corrigent ce qu'ils peuvent faire après les rallyes qu'on a connus, qu'on ait des moins 10, moins 15 sur un CAC à un moment donné, et qu'on revisite les 5002, 5000 points. Ce ne serait pas choquant d'un point de vue graphique, d'un point de vue valo non plus, et ce ne serait pas pour autant le début d'un cycle baissier sur le CAC. Est-ce que ce mouvement sur l'Europe peut être accompagné de flux ? Est-ce que les grands investisseurs mondiaux, internationaux, américains en l'occurrence, peuvent mettre un peu plus d'argent en Europe? Parce que nous, on investit, enfin vous investissez en Europe, c'est notre territoire naturel. Mais est-ce qu'on peut, du côté américain, se dire, tiens, peut-être que j'aurai un peu moins de Nasdaq cette année et peut-être que j'aurai peut-être un peu plus de DAX ou de CAC? S'ils ne viennent pas cette année, je pense qu'ils viendront. Ils viendront plus jamais. Parce que là, on les attend depuis 2016. Ils sont sortis au moment du Brexit. Ouais. Ils attendaient que ça soit finalisé. S'ils ne reviennent pas maintenant, alors c'est toujours pas le cas parce que j'ai regardé les flux, là, c'est toujours pas revenu pour cette première semaine. Mais bon, après, il faut qu'il y ait la passation avec Trump qui se fasse et peut-être qu'il y a quand même une très forte concentration sur les États-Unis. Et puis le fait qu'on ait beaucoup quand même de conseils qui aillent plutôt sur la diversification hors US aujourd'hui pour 2021, ça va aider aussi et les fonds de pension à peut-être à se diversifier et puis les gérants d'actifs aux États-Unis qui sont pour le coup qui mènent la danse au niveau bien sûr, c'est pour ça qu'on global. en parle. Voilà, donc ça. Si on parle de flux, ils ont bien diversifié sur les émergents, ça c'est clair, ils ont bien été là. Hein. Par contre sur l'Europe, ils sont toujours pas là. Et ils sont pas là, mais depuis 2016 en fait. Donc, et vous y croyez? Ah oui, mais là, forcément, enfin, et là, clairement, tout est réuni pour qu'il soit là en Europe. Parce que, déjà, le Brexit, c'est la bonne nouvelle, c'est fait. Bon, après, on n'a pas tous les termes, mais bon, c'est pas grave. Au moins, il y a une incertitude levée qui était une incertitude lourde. Le footy a bien démarré l'année. Hein. Oui, alors ça, c'était aussi, malgré un lockdown quand même très sévère en Angleterre et à Londres, le footy, c'est la roquette, là. Hein. Ouais, et ce qui a noté, d'ailleurs, dans un premier temps, c'est que l'indice a bien fonctionné, a bien monté, et la devise s'est bien tenue. Donc, il y a double effet sur cette... Parce que, notamment, c'était une de nos convictions, d'ailleurs, qu'on a gardée. Hein, on reste ça aussi au Royaume-Uni. Sur le FTSE aujourd'hui. FTSE 250, d'ailleurs, plutôt. Donc, un indice large, avec des valeurs plutôt domestiques. Donc le Brexit est passé. Oui, le Brexit est passé. Ça va mieux pour l'Angleterre. Et donc, les Américains doivent regarder chez nous. Forcément, parce que s'ils veulent jouer ce billet cyclique et value, en dehors de la partie émergent, Amérique latine, éventuellement ASEAN, d'aller sur l'Europe, ça a tout son sens aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Il faut s'attendre à une appréciation de l'euro? Alors ça, c'est pas forcément lié au flux, la preuve l'année dernière. Après, non, je crois pas forcément lié à ces flux-là. Appréciation de l'euro.
contre toute devise. Je pense que de toute façon, là, pour le coup, c'est pas forcément l'euro qui va driver la danse, mais c'est plutôt le dollar. Et le dollar devrait, à notre avis, continuer de se déprécier dans cette première partie d'année avant de peut-être s'inverser dans une deuxième partie d'année. Mais il y a encore un peu de baisse peut-être à consommer pour le dollar. Contre l'euro, clairement. Qu'est-ce qui vous donne envie d'investir, vous, cette année, chez Claresco, Alain ? Alors, juste pour terminer sur les États-Unis, oui, bien sûr. Il est vrai, ça fait déjà quand même quelques mois, finalement, si on enlève la partie tech, que les marchés européens font mieux que les États-Unis, surtout si on tient compte de la devise. Exactement. Rappelons que sur l'année, le dollar s'est quasiment déprécié de 8%. Donc, si on compare, en fait, en rapporté en euros, l'Europe fait pour l'instant relativement mieux, et a fortiori, depuis au moins 2-3 mois. C'est finalement malheureusement assez rare quand l'Europe surperforme les États-Unis. Et je pense qu'en effet qu'on est plutôt dans une période où c'est le cas, parce qu'effectivement les États-Unis sont assez chers quand même. Un petit peu, il n'y a pas forcément de très grande nouvelle histoire. Alors effectivement, il y a la relance Biden qui va profiter à certains, mais moins à d'autres, parce qu'il y aura aussi des hausses d'impôts en face. Alors que l'Europe, elle, part d'une base plus faible, avec un redémarrage, qu'on retrouvera dans d'autres zones, mais qui s'applique à des sociétés moins valorisées. Donc l'effet recovery, l'effet value peut être plus pertinente. On peut laisser plus de levier, en tout cas chez nous, en tout cas pour quelques mois ou 2 trimestres. D'accord. Donc c'est un... Tactiquement, il y a quelque chose, un arbitrage un peu relatif aussi, là, Europe versus US. Bon. Avec l'interrogation sur la tech US qui... est-ce qu'elle a fini ou est-ce qu'elle va encore caracoler sans limite, je dirais. Et comment vous répondez à cette question L'exemple de cette semaine est un peu paradoxal, puisque jusque les 2-3 premiers jours, c'était plutôt l'idée que la tech US, c'était un petit peu... on prenait un peu d'argent pour investir ailleurs. Et puis là, finalement, la fin de semaine, on a l'air de dire qu'elle est totalement imputrescible et que ça continue. Donc il y a un moment où ça devient un peu mystérieux, mais il faut être raisonnable aussi et savoir limiter ses risques. Bon. Sur la tech, alors, Alexandre, sur la question de reflation de trade, parce que la dernière fois qu'on parlait de ce trade de reflation, c'était en fait quand Trump a commencé à présenter son plan fiscal. Et c'est là qu'on a vu tout qui est dans le même sens, le dollar qui grimpait, les taux US qui grimpaient et le marché action qui grimpait. C'était vraiment un sentiment de masse et vraiment tendanciel avec beaucoup de momentum. Là, on commence à parler un peu de reflation de trade, mais c'est vrai que la grosse différence, c'est que le plan de Trump, c'était financé avec quasiment, à court terme, en tout cas, que du déficit, et après, il projetait que la croissance, qui jamais arrivé évidemment, allait financer tout ça. Là, on parle d'un plan, mais qui sera financé, et là, il y a un gros point d'interrogation dont vous parliez, c'est à savoir quelle fiscalité, parce que ce ne sera pas financé que par de la dette, très probablement. Et fiscalité pour qui? Donc, il avait déjà donné quelques petites pistes, les plus de 400 000 $ au niveau des privés et puis peut-être les entreprises. Mais c'est un peu la différence avec le reflation de trade de Trump. C'est que là, il y a l'aspect fiscal qui rentre en compte, un peu l'aspect réglementaire aussi, alors que Trump, c'était de la dérégulation à fond, ou en tout cas une bonne partie. Donc, c'est ça un petit peu la différence. Donc, effectivement, ça peut faire un petit peu rebondir les taux et le dollar aussi un petit peu. Mais pour le marché action, je suis moins convaincu, en tout cas par des effets un peu court terme, que ça puisse nous ramener, sachant que le marché a déjà connu un strike aussi absolument remarquable. Donc, qu'on reparte dès maintenant sans consolider un petit peu sur une phase à nouveau de 20 ou 30%, ça paraît effectivement complètement excessif et ce serait plus sain d'avoir quelque chose un peu latéral comme quelques temps. Bon, la tech, ça fait partie de la cartographie des risques aujourd'hui. On le met, la tech américaine, ça devient un risque pour les investisseurs, Delphine ? Ça dépend quelle tech. Parce qu'il y a la tech, alors on pense tout de suite aux GAFA, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les big 25-30%, quoi. Oui, non, mais et donc à côté de ça, il y a tout ce qui est sécurité. Qui aujourd'hui ne peut pas avoir un peu la thématique sécurité dans son portefeuille ? Je pense que ça c'est complètement nécessaire. Après, il faut être discriminant. Il y a aussi tout ce qui est la transition énergétique. Donc forcément, je pense que d'avoir de la tech dans son portefeuille, c'est plus que jamais. D'accord, ça c'est structurel. Année, je suis d'accord. Voilà, plus que jamais cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, c'est des années de stock picking. Et il faudra être très discriminant dans ce qu'on finalement on sélectionne dans le portefeuille. Et sur les GAFA spécifiques, qui sont quand même le poids lourd, le groupe poids lourd de la cote, ça peut plafonner, ça peut continuer, ça peut baisser fortement, auquel cas, là, il faut peut-être s'inquiéter pour l'ensemble du marché. Ça devient systémique quand même, ce groupe-là, aujourd'hui, pour les investisseurs. Il y a clairement un risque. Alors, est-ce qu'il est pricé maintenant dans le marché ? C'est peut-être pricé une partie. C'est ce risque réglementaire. Réglementaire. Le risque réglementaire de démantèlement ou des lois antitrust, quoi. D'ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Donc, aujourd'hui, c'est clair, c'est un vrai risque.
Encore une fois, bon, est-ce qu'il est ça peut être brutal. La manière dont on voit mais... Pékin gérer le dossier Alibaba Ant Financial, on comprend que ça peut être violent. Mais côté américain, ils sont pas en reste non plus. Enfin, je veux dire. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir, parce que là, on n'a pas encore vu Biden en exercice. Parce que un des gros risques pour cette année, c'est le risque de quelque part d'exécution, que ce soit des gouvernements ou des banques centrales. On en parlait à l'instant, justement de. Risque d'exécution, c'est quoi? C'est la mauvaise mesure au mauvais moment. Oui, c'est exactement. C'est de dire là, si finalement il annonce une hausse des taxes trop tôt, ou alors finalement en termes de timing, on se trompe, on annonce une sortie des mesures accommodantes de la Fed trop tôt, ou on annonce des hausse de taxes trop tôt, ou on annonce finalement un démantèlement ou des nouvelles réglementations un peu trop tôt et qui soient prises vraiment au sérieux par le marché, là ça peut être vraiment compliqué pour le marché. Donc on va voir aussi comment, on ne connaît pas Biden. Le calendrier, la chronologie des réformes Biden, bien sûr. Donc ça va être intéressant de voir. Peut-être qu'il n'y aura pas d'impact et peut-être que le marché a déjà, et clairement il a déjà pricé une partie de ce risque réglementaire. Maintenant, clairement il n'y croit pas. Malgré tout. Oui. Alors pourquoi il n'y croit pas? Effectivement, pour rebondir, d'une part parce que le gouvernement Biden est très centriste, en tout cas pour l'instant, et il semblerait que les études montrent que tous ceux qui ont essayé d'attraquer un électorat trop à gauche, en fait, n'ont pas eu tellement d'électeurs de plus. Non. Donc les États-Unis restent, c'est pas l'Europe, être socialiste aux États-Unis, c'est pas être socialiste en Europe. Donc au global, même les démocrates restent malgré tout. Ils n'ont pas envie de s'afficher trop socialistes non plus. Ils sont pas anti-business non plus. Je veux dire, les choses vont. Voilà, un gouvernement plutôt centriste. Et puis que ce soit en Chine ou aux États-Unis, il y a le fait tout simplement que ces GAFA, ça reste quand même des champions nationaux. Et donc bien sûr qu'on les limite, qu'on leur demande de payer les impôts, c'est normal. Mais je pense pas que ni la Chine ni les États-Unis n'ont intérêt à tuer ces champions. Non, mais quand on a c'est des outils de souveraineté, ces entreprises pour la perfection, ça peut faire des dégâts boursiers importants. Alors, la crainte serait plutôt qu'elles ne fassent rien, à la limite qu'elles stagnent boursièrement, mais que de voir une valorisation divisée par 2 parce qu'on leur a tranché la tête, je ne pense pas. D'accord. En tout cas, si ça se divise par 2, ça ne sera pas dans l'intention du régulateur. Le régulateur a effectivement besoin de limiter leur pouvoir, de les remettre un petit peu dans le rang, si je puis dire. Mais en même temps, le poids de ces sociétés dans la société, pour les États-Unis comme pour la Chine, le fait, c'est ce qui nous manque en Europe, malheureusement, quelques acteurs comme ça, c'est des outils de souveraineté, ils ne peuvent pas casser le jouet. Donc ça se fera de manière un petit peu dans la transition. Pour reprendre aussi, je dirais, là où le marché n'a pas l'air de craindre les démocrates, c'est sur la santé. Typiquement, normalement, l'arrivée le passage du Sénat plutôt démocrate maintenant aurait pu provoquer un gros sell-off sur les valeurs de santé. Ça n'a pas vraiment. Évidemment, mercredi, jeudi, elles ont pas l'impression qu'on retient que la bonne partie du programme Biden. Point de vue de marché, j'entends, parce que je suis pas là pour juger ce qui est bien, pas bien. Et que la partie un peu plus Main Street, augmentation des salaires, hausse des taxes, tout ça, pour l'instant, on dit non, mais il le fera pas. Le changement de couleur du Sénat ne semble pas vraiment avoir changé la perception du marché sur ce point. Alors peut-être parce que ce sont des sujets techniques sur lesquels il faudra une vraie majorité pour changer les choses. Beaucoup plus qualifié que 50 dans le passé, plus une voix. Obamacare, il avait, même s'il y avait une chambre qui était plutôt plus favorable, c'est compliqué à vraiment faire passer les choses. Donc, alors qu'un plan de relance, on peut trouver, en plus après les épisodes des derniers jours, trouver un signal bipartisan autour d'un plan de relance musclé, ça paraît quelque chose d'assez facilement obtenable. Des réformes clivantes ou qui pourraient disrupter un peu la perception, même à 50-50 avec le Sénat, j'ai l'impression que le marché pour l'instant n'est pas très inquiet. Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut ne pas faire alors Biden? Alors, je voulais juste rajouter avant un autre argument pourquoi le marché ne croit pas non plus au démantèlement des grosses tech. C'est l'exemple Microsoft. Dans les années, oui, bien sûr. À l'aube des années 2000, finalement, Microsoft est toujours là, toujours énorme. Ça a pris des années et finalement, ça l'a pas tué. Non, ça les a quand même un peu affaiblis pendant quelques années. Oui, mais au final, je comprends. Aujourd'hui, ça reste quand même un big one. Donc, je pense que c'est peut-être cet exemple aussi qui permet de relativiser un peu quand on est investisseur. Et comme chose intéressante sur les GAFAM par rapport au poids dans l'indice, vous parlez tout à l'heure du poids, effectivement c'est plus de 50%, les 5 plus grosses 50% du Nasdaq, on voit que les GAFAM ne progressent plus depuis quelques temps maintenant. Le Nasdaq fait des records sans les GAFAM. On va dire Amazon c'est latéralise, Facebook c'est même sur quasiment des plus bas de plusieurs semaines. Le Nasdaq nous prouve qu'il peut marquer de nouveaux records sans les poids lourds. Ça c'est la vision optimiste, tant mieux. La vision, ça pourrait être celle d'une fusée qui a démarré très très fort.
tout le monde parte en même temps. Et puis, un gros étage commence à ralentir, mais d'autres continuent à tirer. Mais l'étage, pour l'instant, tire un peu vers le bas. Et Tesla, non pas que tout soit centré sur Tesla, c'est très médiatique, mais il me semble que si Tesla, par contre, venait à corriger de manière un peu musclée, vraiment 30%, ce qui n'est absolument pas impossible vu les performances, que autant à la hausse, ce n'est pas un effet forcément traînant pour tout le monde, mais qu'à la baisse, ça puisse générer certaines contractions si effectivement la Tesla qui commence à lâcher 10-15% sur le reste de la cote. Il y a un segment aussi qui a beaucoup participé au Nasdaq, c'est les semi-conducteurs. Vous avez l'indice SOX des semi-conducteurs, c'est une fusée encore stellaire. Un segment qui tient très bien. Voilà, donc évidemment, oui, on prend évidemment la reprise de la Chine, etc., qui repartent dans les autres, les besoins de semi-conducteurs pour tout, pour l'auto, pour le futur. Donc, encore une fois, c'est ça, c'est déjà bien pricé par le marché, tout ça. Alors, à chaque fois, on dit ça, c'est bien pricé, puis ça reprend 20% derrière. Mais jusqu'où ça peut aller ? Ouais, et juste, moi, il me semble que si ça venait à ralentir un peu sur le Nasdaq, ça passerait moins par les GAFA peuvent jouer, mais plus par ce qui tire encore l'indice en dehors des GAFA. Et les moteurs qui sont encore allumés. Je comprends. Pour compléter ce qui vient d'être dit, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, dans la tech, quand il y a des bulles ou des survalorisations, il faut regarder de quoi on parle. Sur les GAFA, elles ont très bien progressé, mais il est vrai qu'elles ont des vrais profits, des business bien stables, et que même si on les paye 30 fois les résultats, ce qui est cher, on n'est pas dans des trucs extravagants. On n'est pas comme Tesla, par exemple, mais d'autres. Et c'est vrai que vous ne mettez pas le T de Tesla, parce que maintenant j'ai entendu GAFTAM. Alors, on rajoute, on rajoute le T de Tesla. Si on veut, mais enfin, globalement, la première division de la tech se porte bien, mais a des vrais résultats, des valorisations riches, mais pas extravagantes. Et effectivement, ce qui a plutôt tiré en ce moment le marché, c'est plutôt la deuxième division, là où il y a plus d'espoir, et avec des valorisations qui, prises individuellement, sont très élevées. Alors, l'histoire de la tech montre qu'une valorisation très élevée, si on arrive au profit derrière, etc., est tout plus que justifiée. Moi, ce qui m'inquiète peut-être plus, c'est qu'un peu comme en 2000, parfois, dans la deuxième division, il y a peut-être du double counting. C'est-à-dire on valorise 3, 4, 5 sociétés comme étant les futurs gagnants. Alors qu'il n'y en aura qu'une. Voilà, il y en aura peut-être une ou deux qui vont émerger et 3 autres qui vont mourir. Donc là, il y a peut-être il faut être plus sélectif. Et puis plus généralement, par rapport à la thématique des GAFA dominateurs, l'histoire de la tech montre qu'en fait, aussi gros soit-on, il y a toujours des concurrents qui émergent et qui finissent par vous disrupter. Enfin, IBM dans le passé, qui était IBM Imperator, bien sûr. À un moment, ils se sont alourdis, comme tous les conglomérats historiques. Et d'une certaine façon, alors c'est vrai que l'Internet fait que la technologie permet une focalisation sur un numéro 1 qui a pris une dimension planétaire qu'on ne pouvait pas avoir avant. Mais je reste convaincu qu'il y aura toujours de la place pour des nouveaux entrants qui viendront bouleverser les modèles. Enfin, c'est un peu la force de la tech et des États-Unis. Donc je dirais que la concurrence elle-même saura, je pense, aller secouer des leaders qui se seraient assoupis. Et alors, justement, ça nous mène à Tesla. Tesla, ils sont encore en position de challenger, disrupteur, et donc le cours de Tesla peut valoir, j'en sais rien, il n'y a peut-être pas de limite à ce stade, ou est-ce que déjà il y a une concurrence qui s'organise autour de Tesla également, qui pourrait peut-être limiter, casser un peu la dynamique du cours de bourse. J'en ai parlé déjà il y a un mois, mais globalement... on en reparlera peut-être dans un mois encore. Tesla, 800 milliards de capi, 500 000 voitures, sur un marché de 100 millions de voitures. Mais bon, il faut regarder le marché de l'électrique. Ils ont 25% du marché de l'électrique, qui est 3% du marché mondial aujourd'hui. Alors, si c'est 30% dans 10 ans et qu'ils ont toujours 20-25%, ils vendront 5-6 millions de véhicules. Alors, moins que Toyota. Dans l'électrique, oui, avec des marges qui sont déjà celles de Volkswagen. Quelles seront les marges ? Oui, mais bon. C'est-à-dire quand vous avez 30%, si vous avez, alors admettons, si on prend le marché automobile, il était à 90-95 millions de véhicules, il est tombé cette année à 80, on pense qu'il va, il va remonter, mais admettons qu'à la fin de cette décennie, on revient vers 100 millions. Les gens estiment qu'il y aura à peu près 30% de véhicules électriques à horizon 2030. Ouais. Peut-être ça ira plus vite, mais 30 millions de véhicules. Ouais. Admettons que Tesla, qui ne sera quand même pas tout seul, et 20-25%, ça veut dire 8 millions de véhicules. Ouais. C'est-à-dire 16 fois plus qu'aujourd'hui. Mais 8 millions de véhicules dans un marché qui, à ce jour-là, sera plus mûr. Et puis, quand vous vendez 8 millions de véhicules, vous ne pouvez pas vendre que des Rolls-Royce. Donc, ça sera des véhicules normaux. Enfin, quand je dis normaux, c'est en termes de prix. Moins margé. À 30 000, 40 000 euros. Dans un monde qui sera plus concurrentiel. Donc, si vous vendez 8 millions de véhicules à 35 000 euros, on va dire, ça fait 250 milliards de chiffre d'affaires. Quelle marge pouvez-vous faire là-dessus ? Est-ce que c'est une marge très supérieure aux autres ou pas ? Je veux dire, aujourd'hui, Toyota fait 10 millions de véhicules. Donc, certes, dans le thermique, mais enfin, dans 10 ans, 20 ans, l'électrique, ça sera le thermique d'aujourd'hui. Donc, ça sera un truc qui sera un petit peu devenu normal. Donc, si la concurrence arrive, à moins que Tesla ait un avantage concurrentiel sur les batteries ou sur quelque chose, mais
je ne suis pas certain, d'autant plus que Toyota a annoncé il n'y a pas longtemps des batteries pour l'année prochaine qui seraient aussi... Enfin, il y a beaucoup de choses de recherche en cours dans les batteries, avec des choses qui peuvent être totalement disruptives et qui ne viendront pas forcément que de Tesla. Donc, admettons qu'ils soient un acteur parmi d'autres, 250 milliards de chiffre d'affaires, allez, 10-15% de marge EBITDA, ça fait, disons, 35-40, 25 millions d'EBIT, 15-20 millions de résultats. Si c'est valorisé comme une auto normale, à 10-12 fois les résultats, on est au tiers de la capi d'aujourd'hui. Ouais. Donc il y a peut-être un peu entre les deux, mais voilà, il n'y a pas que l'auto pour moi. Non, il y a autre chose dans la valorisation de Tesla. Ce mois-ci, rapidement. Allez-y, Alexandre. En Norvège, un exemple ce mois-ci. Oui, c'est Volkswagen qui a vendu le plus, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a aussi peut-être des problèmes un peu de livraison et autres, peut-être de Tesla qui n'arrive pas à suivre, mais c'est quand même un exemple fort qui est qu'il y a de la concurrence qui se fait. Et Volkswagen, en Chine, sur le plus gros marché du monde, visiblement, pour l'instant, c'est une autoroute pour Tesla, malgré des concurrents chinois qui essayent d'exister. Mais je crois que Tesla livre encore beaucoup en Chine. Qu'est-ce qui peut mettre fin, ou qu'est-ce qui peut stopper l'envolée d'un cours de bourse comme Tesla? Je sais pas, Delphine. Non, mais moi, je pense que déjà, la bataille, elle est quasiment perdue, d'accord pour l'instant. Pour qui? Enfin, pour Tesla, en Chine, je parle, parce que même si ils sont devant leurs concurrents aujourd'hui, bon... ils sont en train de manger leur pain blanc, vous dites? Moi, je crois bien. Ouais. Parce que la Chine a toutes les cartes dans son jeu là, pour avoir gagné dès maintenant la bataille de la voiture électrique. Ouais. Donc maintenant, est-ce que d'ailleurs, la voiture électrique, c'est la voiture du futur? Ça, c'est encore aussi une autre histoire. Hein. Ça ne sera peut-être qu'une transition. Exactement. Et peut-être que demain, on aura l'électrique, l'hydrogène, et puis peut-être autre chose. Donc, la batterie, c'est ça le cœur de l'histoire. Parce que là, aujourd'hui, c'est quand même avec des voitures qui pèsent combien? Je ne sais plus, pour les voitures électriques. J'ai pas le poids de la voiture électrique. 300 kg plus qu'une voiture normale. Voilà, c'est forcément, c'est qu'une première étape. Ils travaillent sur la batterie, Tesla. Oui, non, mais ça fait partie justement de leur avantage. Mais clairement, là, pour le coup, la Chine a un avantage énorme. Et d'ailleurs, elle a su le prendre. Parce que si elle a su attirer tous les constructeurs, les principaux constructeurs, les Volkswagen, etc., sur place, parce qu'elle a la matière première et en promettant des prix sur la matière première à long terme. Donc, il faut regarder c'est NIO, les constructeurs chinois, en fait. C'est ça, les Tesla de demain. Qui montent dans le siège de Tesla. Effectivement, je vous le confirme. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Delphine Di Pizio-Tigé, Indosuez Gestion, Alain Dubrul, Claresco et Alexandre Baradez, IG, qui était avec nous ce soir en plateau. On se retrouve dans un instant avec la leçon de trading et notre partenaire Bourse Direct. Chaque vendredi, à partir de 19h15 dans Smart Bourse, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Monsieur Paperboard qui est avec nous ce soir. Bonjour. Christian Sanson, que je salue. Bonsoir Christian. Bonsoir. Meilleurs vœux pour ce début d'année, cette année qui commence. Vous êtes le responsable des formations de Bourse Direct. Voilà. La leçon de trading du jour avec vous porte sur un indicateur technique, le Moving Average Convergence Divergence, autrement dit MACD. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'en analyse technique, il y a à peu près 70 indicateurs qu'on peut classifier en 3 grandes catégories. Les indicateurs de tendance, les oscillateurs et les indicateurs de force. Le MACD est un indicateur de tendance. Bon, bien sûr, aussi, on peut s'en créer soi-même. Il y a des logiciels qui permettent de faire des indicateurs. Alors, pour comprendre un indicateur, déjà, il faut comprendre comment il a été construit. Bien sûr. Donc, je vais déjà vous expliquer comment il est construit, d'accord? Donc, on va remonter un petit peu en arrière. Je vais vous montrer la théorie des moyennes mobiles. Alors, je vais faire deux axes. Moving average, c'est ça. Voilà, moving average en français, c'est moyenne mobile. D'accord, j'ai changé de stylo parce que non, pas bien. Alors, on va mettre le cours de la valeur. Hop, on va mettre le temps. Voilà. On va faire, hop, voilà, une moyenne mobile courte. Et on va faire une moyenne mobile longue. Mm-hmm. Donc, il y a quoi? Des 50 jours, des 200 jours? Voilà. Alors, en général, on prend 25, 50, 50, 100, etc. Mais là, je vous explique juste pour comment est construit le MACD. Donc, on va prendre une courte ici, d'accord? Et on va prendre la longue ici, tout simplement. Voilà. En sachant que le titre, lui, se balade comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et en fait, la pente de la moyenne mobile
montre tout simplement la tendance. Ouais. Alors lorsqu'il y a deux moyennes mobiles, alors pourquoi on en utilise deux? C'est tout simplement pour éviter des faux signaux. Parce que si on achète chaque fois que le cours passe au-dessus d'une moyenne mobile ou qu'on vend quand il passe en dessous, il y a tellement de faux signaux qu'on utilise deux moyennes mobiles. Bien sûr. Et en fait, le signal d'achat, entre guillemets, c'est que lorsqu'elles se croisent, alors vous voyez, là elles sont parallèles, elles sont baissières, donc bien sûr la tendance est baissière, et lorsque la courte, elle passe au-dessus de la longue, en théorie, c'est un signal d'achat. Et tant que la courte est au-dessus, ben, on conserve. Et C'est quand une la tendance courte, haussière. voilà, D'accord. exactement. Et quand la courte, elle passe en dessous de la longue, c'est un signal de vente. Très clair. Voilà, pour l'instant, ça, c'est vraiment la théorie de deux moyennes mobiles. Alors du coup, il y a des mathématiciens qui ont dit, c'est bien, bon, mais quand on prend des graphiques un peu plus courts, déjà, c'est pas très propre, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la différence des deux. Donc on va faire la court terme moins la long terme, d'accord? Et cette différence, on va la mettre sur un autre graphique à part. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Imaginons que ça va être 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vous étiez fort en arithmétique? Moyen. Moyen? Bon alors on va voir. On va faire. T'es meilleur en proba. Alors 25 moins 30, ça fait combien? Moins 5. Bravo! Oui. Ah, parce qu'il y a beaucoup de gens qui J'ai qui quelques se- voilà. souvenirs quand même. Donc la différence est négative. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, si je fais 20 moins 20, Oui, on est à 0. ah ben voilà, donc on est à 0. D'accord? Et là, on était Merci négatif. d'essayer de ne pas me ridiculiser. D'accord. Maintenant, si je fais 30 moins 25, du coup, la différence sera Plus 5. positive, etc. Voilà. Je comprends. Et etc. Donc ça, on construit le MACD On avec ça. construit le MACD exactement comme ça. Et là, D'accord. c'est à 0. Et en fait, cette différence, on va la mettre sur le graphique en dessous. Donc, ça fait comme ça. On part de négatif à positif, de positif à négatif, etc. etc. Et ça, c'est le Très MACD. clair. Tout ça C'est se fait le- automatiquement, évidemment, mais Oui. c'est important de comprendre comment est-ce que Alors, le MACD, le calcul du MACD. Exactement. Alors, le MACD, en fait, c'est la différence de deux moyennes mobiles exponentielles, parce qu'on peut faire des moyennes arithmétiques, des moyennes pondérées, des moyennes exponentielles. Il y en a même qui font la moyenne des trois, ça s'appelle une Trix, mais bon. Donc, de deux moyennes exponentielles, 12 pour la courte, 26 pour la longue, Vous avez un autre stylo rouge Voilà. si vous voulez, sur le- Ouais. 26 pour la longue. Ouais. Et on aime bien se compliquer la vie un petit Oui. peu en bourse et on va rajouter la moyenne mobile du MACD à 9. D'accord. Donc je vais la tracer là. Voilà. Donc le MACD, c'est la ligne bleue. Ouais. Qui est complétée par sa propre moyenne Moyenne mobile. mobile à 9. Ok. Alors, à partir de ça, à quoi elle sert cette moyenne mobile? À deux choses. Mais lorsque le MACD il passe au-dessus de sa moyenne, c'est qu'il rentre en tendance haussière. Et lorsqu'il passe en dessous, c'est qu'il rentre en tendance baissière. Mais ça sert surtout à autre chose, à calculer ce qu'on appelle le MACD prime. Le MACD prime, c'est la différence entre le MACD et sa propre moyenne mobile. Mais au lieu de mettre des bâtons comme ça, on va le mettre autour des zéros. D'accord. Voilà, là ça passe en dessous. En fait, pour imaginer, alors je ne peux pas en parler aujourd'hui de ce prime, mais c'est en fait l'accélération. D'accord. Quand le MACD s'écarte, comme comprends. quand une action Oui, oui. s'écarte de sa tendance, ça accélère à la hausse, Ah quand ouais. c'est du côté C'est la positif. dérivée, quoi. Oui, je comprends. Et quand c'est en dessous, ça accélère à la baisse. D'accord. Donc, maintenant, au niveau de peut-être de l'interprétation. Ah oui, oui, comment on utilise l'outil, c'est ça l'important. Voilà. On a compris la construction, Voilà, ça c'est donc, très important, alors, c'est mais pour- oui. c'est un outil qui sert à quoi sur le marché? Alors déjà, c'est un indicateur de tendance. D'accord. Donc ça sert à savoir si on est en tendance Ouais. ou en haussière, baissière, et quand c'est qu'il y aura un renversement de tendance. Alors ce que je vais vous dire là, c'est uniquement pour le long terme, c'est-à-dire en données hebdomadaires ou journalières. D'accord? On aura l'occasion d'en parler plus tard des périodes plus courtes. D'accord. Ben, c'est pas compliqué. Tant que le MACD est négatif, ben, c'est dans ce cas-là. Donc le titre est en tendance baissière. comprends. On n'achète jamais en tendance baissière. Vous savez, on n'achète pas un couteau qui Non. tombe. Lorsque le MACD passe de moins à plus, Ouais. le titre entre en tendance haussière. Ouais. Tant que le MACD est positif,
il n'y a pas de problème, le titre est en tendance haussière. D'ailleurs, même s'il y a une mauvaise nouvelle, il faudra profiter de la mauvaise nouvelle pour acheter les creux. Parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas une mauvaise nouvelle qui tout de suite va remettre en cause une tendance, puisque c'est une tendance. Voilà. Donc tant que le MACD est positif, c'est qu'on a tendance haussière. Et puis quand le MACD, du coup, passe négatif, en théorie, c'est un signal de vente, puisque tout simplement, le titre entre en tendance baissière, etc. etc. Ouais. Donc c'est un indicateur, oui, c'est ça, de tendance qui permet d'identifier le retournement d'une tendance. Alors il y a deux choses. C'est soit on veut être quasiment sûr, plus ou moins, du retournement de tendance. Dans ces cas-là, il faut attendre que le MACD passe de moins à plus pour savoir si le titre entre en tendance haussière. Et quand on passe de plus à moins, c'est vrai que ça indique que le titre entre en tendance, mais ça ne veut pas dire qu'il va s'écrouler. Il s'écroulera si et seulement si les supports successifs bien sûr, sont cassés. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est ça. Alors bien sûr, ce que je vous dis là, c'est vraiment en données hebdomadaires et journalières. Pourquoi c'est que sur du long terme, entre guillemets, parce que hebdo et journalier... Parce que si vous le faites sur de l'intraday, du 5 minutes ou du 10 minutes, si vous attendez, surtout parce que dans la journée, il y a toujours 2, 3, 4, 5 mouvements, si vous attendez que le titre il passe en tendance haussière, c'est trop tard. On est déjà en haut, ici on attend déjà que le titre passe... C'est pas un rythme adapté pour Non, c'est pas un rythme adapté pour le trading très court terme. En trading court terme, on regarde cet indicateur, comme tous les autres quasiment aussi, en ce qu'on appelle les divergences, d'accord, divergence haussière, divergence baissière, qui fera l'objet de l'intervention dans 3 semaines. Parfait. Voilà, donc ça c'est vraiment un indicateur de tendance calculé à partir de moyennes mobiles exponentielles. Et comme la moyenne c'est déjà un indicateur de tendance, bien sûr. Le MACD du coup est aussi un indicateur de tendance. C'est dans les 70 indicateurs de marché, c'est un indicateur très utile, Christian. C'est incontournable. C'est pour ça que, si vous voulez, en général, quand on fait du trading, on prend 2 ou 3 indicateurs. On prend un indicateur de tendance et on prend un oscillateur. L'indicateur de tendance que moi j'utilise, c'est le MACD. Alors on verra, c'est vrai, c'est en divergence principalement, mais toujours sur les tops et toujours sur les bottoms. Mais là, on sait si vraiment à long terme le titre est en tendance haussière ou là en tendance baissière. On prend un oscillateur aussi qu'on va coupler avec ce MACD, toujours sur les sommets, toujours sur les creux, pour savoir tout simplement si ça va osciller vers le haut ou osciller vers le bas. Et lorsqu'on combine comme ça 2-3 indicateurs, on peut être sûr à 70-80% que le titre va augmenter la fiabilité de son trading. Sinon, il y a une chance sur 2. Il y a une chance sur 2, donc déjà, on l'a vu la dernière fois, il faut vraiment respecter les niveaux de support et de résistance. Et puis là, vous avez vu, quoi qu'il se passe, quand ça monte, tout monte. Et quand ça baisse, tout baisse. Donc là, c'est vrai, c'est euphorique. On ne peut pas aller contre. C'est le marché. De toute façon, toutes les leçons de trading sont à retrouver en replay sur le site de Bismart, sur les réseaux Bourse Direct également, chaque vendredi à partir de 19h15. Christian Sanson qui fait partie de nos profs de trading, donc les équipes de Bourse Direct. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour nous expliquer le MACD. Christian Sanson qui nous accompagnait donc dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Très bonne fin de semaine, très bon début de week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.